Au XIXe siècle, il y a donc deux catégories de langage pour décrire et penser les inégalités naturelles. Langage de la science, j'ai donné l'exemple de la phrénologie, mais si on allait plus loin dans le siècle, il faudrait aussi bien sûr parler de tous les tests de mesure de l'intelligence, l'histoire des tests de mesure d'intelligence, aussi l'histoire de l'eugénisme, etc. Et le deuxième grand langage est celui de l'économie. Car l'économie politique va effectivement proposer une deuxième manière de comprendre les inégalités. Et Charles Dunoyer est en France un bon fil conducteur pour appréhender tant intellectuellement que sociologiquement cette autre entreprise que de légitimation. Charles Dunoyer, il avait été sous la Restauration l'une des principales figures du libéralisme avancé. Avec Charles Comte, il avait publié Le Censeur, puis Le Censeur européen, deux revues très influentes qui ont publié, y compris Saint-Simon a publié un texte très célèbre dans le numéro 3 du Censeur, et ils ont été très souvent attaqués en justice pour le caractère très corrosif et très combatif de leurs revues. Donc ce sont des libéraux avancés, beaucoup plus avancés que Benjamin Constant, par exemple. Et Dunoyer se tournera ensuite progressivement vers l'économie, à la fin de la Restauration, au début de la monarchie de Juillet, devenant au fil du temps, alors que le journal commence à se mettre en place, un des principaux contributeurs du journal des économistes. En même temps que, sous Juillet, il parviendra d'importants postes de notabilité, il sera même, je pense, préfet. Comme les enquêteurs sociaux que nous avons précédemment rencontrés, Dunoyer s'est prioritairement intéressé aux conséquences de la révolution industrielle. Mais son problème n'a pas simplement été d'analyser le paupérisme. Il a été de comprendre, en général, la question sociale sous un angle élargi, celui d'un système général des inégalités dans un monde industriel. Au point de départ de la réflexion de Dunoyer, le désaccord qu'il a ressenti à la lecture des nouveaux principes d'économie politique de Sismondi, dans leur deuxième édition de 1827. Il a publié un article à ce moment-là, en juin 1827, dans la Revue encyclopédique, dans lequel il a reproché à Sismondi d'avoir fait des progrès de l'industrie la cause directe de l'augmentation des inégalités et d'avoir ainsi retiré de cette analyse, dit-il, un sentiment de révolte et de pessimisme radical sur la modernité économique. Pour Dunoyer, les inégalités au XIXe siècle ont trois causes, tout à fait distinctes. La première d'entre elles réside dans l'héritage d'un passé encore proche, celui d'un partage inégal des ressources qui est constitué par la résultante de toute une histoire ancienne de l'oppression des classes les plus nombreuses de la société. Donc c'est une persistance du vieux dans le neuf, pourrait-on dire. Autant que des institutions rétrogrades qui avaient laissé le plus grand nombre dans l'ignorance ou l'avaient soumis à des règles destructrices. Ça, donc, c'est l'héritage du passé. Les inégalités, elles héritent, grosso modo, de la société de privilèges. Elles héritent de la société de la distinction radicale. Il y a aussi un deuxième facteur de l'inégalité, et là, il participe de l'ère ambiante du temps, en dénonçant les vices propres aux classes inférieures, leur insouciance et leur imprévoyance, autant que leur nombre inconsidéré d'enfants. Il est frappant de voir que les enquêteurs sociaux n'ont pas souligné cette variable démographique. Dunoyer est le premier à le faire, à développer, disons, ce qui sont évidemment les thèmes malthusiens ensuite. Mais son originalité est de mettre l'accent sur un troisième facteur, le caractère inédit des modes de différenciation entre les hommes dans la société industrielle. Et il a publié un grand ouvrage consacré à cette question, qui s'est d'abord appelé « L'industrie et la morale considérées dans leur rapport avec la liberté », publié en 1825, qui était réédité et qui est devenu un ouvrage classique, si je puis dire, du libéralisme des années 1840. C'est l'ouvrage « La liberté du travail », publié en 1845, en 3 volumes. Et de nombreuses sections de cette liberté du travail, cet ouvrage, seront consacrées à traiter cette question de la nouvelle inégalité dans le monde industriel.
Et il dit le propre du régime industriel, c'est de détruire en permanence les inégalités factices et de révéler les inégalités naturelles. Le propre du régime industriel, c'est donc de donner son plein effet à cette dernière catégorie d'inégalités, alors qu'auparavant, elles étaient secondarisées par rapport aux avantages que pouvait donner la naissance ou d'autres différences socialement instituées. Tout part donc des différences de capacité physique, morale et intellectuelle qui sont, dit-il, une loi de l'espèce humaine. Il n'est pas plus étrange de voir des hommes inégaux dans la société, écrit-il, que des arbres inégaux dans la forêt, ou bien de voir des hommes différents par la fortune, le savoir, la moralité, que des hommes différents par la figure, la taille, les proportions du corps, les facultés de l'âme. Et l'effet du régime industriel n'est pas de faire disparaître l'égalité entre les hommes que de les classer autrement. Donc ça va être un régime de reclassement des inégalités. Et le régime industriel, d'une certaine façon, va être un pur régime de nature. Donc là, on voit bien à quel point l'économie politique va devenir aussi participer à toute une fabrique idéologique au XIXe siècle, c'est que l'économie va se présenter comme la vraie science sociale de la nature. Et c'est le cœur, on peut dire, de l'idéologie libérale qui s'impose en Europe à ce moment-là. Elle moralise la nature, en ne séparant plus facultés naturelles et comportements, en assimilant intelligence et vertu, talent et bonne conduite. A de la sorte était abandonnée l'idée qui était si présente pendant la Révolution, selon laquelle la loi pouvait être considérée comme une seconde nature bienfaisante. Une des grandes idées, ça c'est Sieyès qui a cette expression-là, la loi peut être une seconde nature bienfaisante. Donc quand la loi n'est plus simplement la loi positive, la loi peut devenir une nouvelle nature. Et ça, c'est une idée qui est totalement abandonnée, pourrait-on dire, dans le monde libéral. Il n'y a pas de vision d'une régénération des hommes qui les attache à leur déterminisme d'origine par les institutions. La nature n'est plus là que l'ordre existant du monde. Mais Dunoyer n'en reste pas à ce simple constat de naturalisation, pourrait-on dire, de l'économie. Après avoir dit que l'égalité des conditions n'est pas possible dans le régime industriel, il ajoute « elle n'est pas désirable ». Et cela, c'est le second point de son raisonnement. Dans une économie de croissance et d'innovation, les supériorités sont la source de tout ce qui se fait de grand et d'utile. Réduisez tout à l'égalité et vous aurez tout réduit à l'inaction. Les inégalités sociales sont donc fonctionnellement nécessaires. Elles constituent le socle de la nécessaire division du travail et le moteur de l'émulation. C'est exactement l'inverse de ce que disait Adam Smith. Adam Smith montre très bien comment les différenciations partent de la division du travail et lui montre comment il faut des différences sociales pour aller vers la division du travail. C'est un changement de perspective qui est évidemment tout à fait radical. Le développement de l'industrie, écrit-il, serait tout uniment impossible si les hommes étaient tous également heureux. Et dans cette tension créatrice des inégalités, l'abîme de la misère a donc son rôle à jouer. Il est bon, écrit-il, qu'il y ait dans la société des lieux inférieurs où soient exposées à tomber les familles qui se conduisent mal, et d'où elles ne puissent se relever qu'à force de se bien conduire. La misère et ce redoutable enfer, c'est un abîme inévitable, placé à côté des fous, des dissipateurs, des débauchés, de toutes les espèces d'hommes vicieux, pour les contenir, s'il est possible, pour les châtier s'ils n'ont pas su se contenir. Donc la pauvreté est un enfer social qui n'a pas d'autre légitimation que de mettre en marche, en quelque sorte, ce système des inégalités qui fonde la division du travail. L'inverse d'Adam Smith, pour qui la division du travail va peut-être fonder des inégalités. Et à tous ces titres, l'inégalité pouvait donc être considérée comme la loi du monde, indissociablement naturelle, morale, sociale et psychologique. Au XIXe siècle, les lois de l'économie sont celles d'une nature ennemie de l'égalité, alors qu'au XVIIIe siècle, les lois de l'économie étaient celles d'une nature amie de l'égalité. Les lois de l'économie étaient celles de l'harmonie et plus celles de la différence. Il faut le souligner, Marx ne dira pas autre chose.
il y a aussi pour Marx des lois implacables de l'économie et du développement des forces productives contre lesquelles il est vain de s'insurger. D'où ce qu'on appellera, le mouvement ouvrier revendiquera lui-même comme la thèse fataliste du marxisme. Ce qui condamne le réformisme, c'est cela, c'est qu'on ne peut pas lutter contre les lois de l'économie. Et c'est seulement lorsque le développement des forces productives entraînera une contradiction insupportable entre forces productives et rapports de production qu'arrivera une forme de bouleversement, et ce bouleversement, il est lié au changement de la nature. Le bouleversement n'est pas dans l'action des hommes, c'est la transformation de la nature qui permet la révolution. Et l'émancipation du prolétaire, elle est donc liée d'abord à la transformation de la nature. Transformation de la nature qui sera engendrée par un nouveau stade de l'évolution des forces productives. Et à la loi d'airain des salaires dans le régime capitaliste, qui donc est la loi de la misère, pourra succéder, grâce à la nature, c'est-à-dire au développement des forces productives, un nouveau monde de l'abondance dans lequel les inégalités seront supprimées du seul fait que chacun pourra sans difficulté satisfaire ses besoins propres. Ce qui transforme les inégalités et ce qui met en quelque sorte les inégalités hors la loi, c'est le fait que la nature produit l'abondance. Et Marx a, notamment dans l'idéologie allemande, a des passages très célèbres sur cette question-là. Il montre que la rareté, c'est cela l'ennemi de l'égalité. On ne peut penser l'égalité que dans l'abondance et pas dans la rareté. Donc c'est quelque chose de tout à fait fondamental. S'il y a deux langages, celui de l'économie et celui de la science, pour légitimer les inégalités, il y a également eu des tentatives au XVIIIe, au XIXe, de penser des formes de correction de la nature elle-même. Parce que si la nature est ennemie de l'égalité, ne peut-on agir pour modifier cette nature? Et c'est l'instruction publique qui sera appréhendée comme un possible instrument de cette entreprise. Et le cas français, il est exemplaire sur ce sujet. Le souci de mettre sur pied une éducation nationale avait été fondamental pendant la Révolution pour créer une société une et indivisible, en créant des habitudes communes, en donnant une mémoire, des références historiques, etc., en forgeant un imaginaire collectif. Mais les réformateurs de la période ont aussi voulu faire la part belle à l'instruction publique. Et les noms de Condorcet, de Daunou, de Fourcroy, de Lacanal, de Talleyrand ont aussi lié leur nom à cette entreprise complémentaire. Trois raisons n'ont pas cessé de se lier pour donner cette importance à l'instruction publique dans ce rapport à la correction des inégalités. L'instruction publique, elle a d'abord été considérée parce qu'en homme des Lumières, les réformateurs de l'époque n'ont pas cessé de penser que la liberté marchait de pair avec la raison, alors que le despotisme se nourrit d'ignorance et de superstition. Donc on pourrait dire que c'est la fonction libérale de l'éducation, de l'instruction, ou sa fonction tout simplement politique. Mais deuxièmement, l'instruction, elle a aussi une fonction d'ordre productif, en permettant d'abord à chaque individu d'élargir ses facultés et d'accroître ses possibilités. Dans son rapport sur l'instruction publique de 1791, Talleyrand développe en ce sens l'idée d'une activation de la nature. L'instruction permet d'activer la nature. Il vaut la peine de souligner son raisonnement. Il dit « Les hommes arrivent sur Terre avec des facultés diverses, mais ces facultés ont besoin du temps et des choses pour recevoir leur entier développement, pour acquérir toute leur énergie. Chaque individu entre dans la vie avec une ignorance profonde sur ce qu'il peut et doit être un jour. C'est à l'instruction de le lui montrer. Le rôle de l'instruction, c'est de fortifier et d'accroître ses moyens naturels de tous ceux que l'association fait naître. Donc fortifier et accroître les moyens naturels. Et les progrès de l'instruction, outre le rôle qu'ils jouent pour chaque individu, ont donc une fonction sociale plus large. Ils contribuent à l'utilité générale et bénéficient à l'association tout entière. Et on peut se souvenir que le grand moment de développement de la réflexion sur l'instruction publique en France a été très lié à la guerre avec l'Angleterre. La nécessité de mettre en place des écoles techniques, c'est au moment où la guerre avec l'Angleterre nécessite de faire un effort d'armement.
Et l'école centrale des travaux publics, qui deviendra Polytechnique, était créée exactement dans ce contexte-là. Et bien sûr, cette fonction productive de l'instruction, cette fonction où elle permettait d'activer la nature, où elle était aussi une fonction sociale générale, était bien sûr liée à la fois dans la perfectibilité humaine. C'est parce qu'on pense que la nature est susceptible de perfectionnement que l'on peut envisager cette vision. Et c'est pour cela que troisième fonction de l'instruction pour les réformateurs sociaux, à côté, premièrement, de la fonction libérale, deuxièmement, de la côté d'activation de la nature, il y a directement une fonction de réduction des inégalités, troisièmement. L'instruction, elle peut corriger les inégalités naturelles. Je cite Condorcet, « L'instruction bien dirigée corrige l'inégalité naturelle des facultés au lieu de la fortifier. Comme les bonnes lois, remédie à l'inégalité naturelle des moyens de subsistance. » On peut dire que le rapprochement des effets d'instruction avec ceux de la loi est frappant, parce qu'il y a dans l'expression de Condorcet une même idée de produire artificiellement une nouvelle nature sociale. Quand je citais tout à l'heure Sieyès qui disait que la loi peut être une seconde nature, eh bien c'est l'instruction qui peut faire aussi advenir une seconde nature plus harmonieuse. Et l'instruction s'inscrivait de cette façon dans un vaste travail démocratique de recréation de la nature, qui sera un des grands thèmes de la fin du XVIIIe siècle, qu'au fond, et qui vont développer toutes les idées, disons, eugénistes, hygiénistes, qu'il est possible de régénérer l'humanité, et que cette régénération de l'humanité peut être le fait de l'instruction, mais qu'elle peut être aussi le fait tout simplement de la médecine. C'est la fameuse idée que développe, qui est centrale dans l'ouvrage de Cabanis, Les rapports du physique et du moral de l'homme, son ouvrage de 1802, quand il dit qu'il compare l'espèce humaine à ce qu'on a pu faire sur l'espèce animale, en disant nous avons tenté beaucoup d'expérimentations sur l'espèce animale. Nous avons fait en sorte qu'il y ait eu, par des croisements, il y ait eu des nouvelles espèces plus résistantes, meilleures. Eh bien, nous devons, avait dit Cabanis, oser revoir et corriger l'œuvre de la nature. Oser revoir et corriger l'œuvre de la nature, ce sera une grande thématique, je dirais, tout au long du XIXe siècle. Ce sera une grande thématique eugéniste. Mais dans l'instruction, il y a aussi cette idée de revoir et corriger l'œuvre de la nature. D'ailleurs, il est frappant de voir que lorsque Condorcet qui est un scientifique, lorsque Condorcet aborde cette question-là du rôle de l'instruction dans ses mémoires sur l'instruction publique, qui sont de 1791, donc avant qu'il fasse son fameux travail sur un projet de réforme proprement dit en 92, il trouve des formulations qui sont très proches de celles qu'a Cabanis, en disant qu'il faut développer les organes intellectuels des hommes. Et il dit, c'est par l'observation c'est inouï ce qu'il raconte dans ses mémoires. Il dit « L'observation des races d'animaux peut nous offrir une analogie favorable à ce que nous pouvons opérer sur les hommes. L'éducation qu'on leur donne ne change pas seulement, il parle des animaux, leur taille, leur forme extérieure, leur qualité purement physique, elle paraît influer sur les dispositions naturelles, sur le caractère de ces races diverses. » Là aussi, donc, il développe, c'est vraiment typique, je dirais, de ce qu'on verra ensuite développé dans les théories médicales de Vicq d'Azir, de tous ces gens-là. Donc on peut dire qu'en recréant une nature plus égale, les inégalités de fortune qui résultent du dénivelé des talents pourront du même coup être réduites. Si on corrige la nature, eh bien l'effet des inégalités naturelles sera réduit. Ce sera un moyen, dit Condorcet, de diminuer l'inégalité qui naît de la différence des fortunes et de mêler entre elles les classes que cette différence tend trop souvent à séparer. L'ordre de la nature n'établit dans la société d'autres inégalités que celles de l'instruction et de la richesse. En étendant l'instruction, vous affaiblirez à la fois les effets de ces causes de distinction. On peut dire que cet effort, cet optimisme pédagogique de Condorcet, il était cependant fortement obéré, et c'est là un point fondamental, par la conscience qu'il avait des effets à venir de la division du travail.
Dans son rapport de 1792 sur l'instruction publique, un de ses textes les plus fameux, il soulignera ainsi de façon visionnaire que le développement des manufactures posera un problème inédit aux sociétés humaines, parce qu'elles conduiront à ce que certains individus n'effectuent que des tâches simplifiées et répétitives. Et l'industrie moderne risque donc de condamner une partie de l'humanité, dit-il, à une forme de stupidité. Cette distribution du travail liée aux manufactures, il ne faut pas oublier qu'il dit ça en 1792. C'est donc 30 ans avant que ces thèmes deviennent pris en compte de façon plus large, vont introduire, je le cite, une distance incompatible avec la recherche d'égalité. Donc le danger, c'est que naisse une distance incompatible. Les deux vecteurs de la modernité, la perfectibilité des hommes d'un côté et le progrès technique de l'autre, vont donc rentrer en conflit ouvert. Le progrès technique instaurant une inégalité d'un nouveau type qui deviendra, je le cite, humiliante. Il y a là une difficulté fondamentale qui est ouverte dans la perspective de Condorcet. La question des inégalités cesse en effet dans ce cas d'être appréhendée à partir des situations individuelles pour être resituée dans le cadre d'un ordre social. C'est un ordre égalitaire et pas simplement des situations inégalitaires qui risquent de se mettre en place. Comment traiter cette contradiction? Eh bien là, la réponse de Condorcet est très modeste. Il ne pense plus en termes de correction des inégalités naturelles, mais en termes de simple compensation. Et voilà ce qu'il écrit, alors qu'il a des développements qui sont très longs et très forts pour parler de la perfectibilité de l'homme, de la possibilité de recréer une deuxième nature, d'employer le langage de Cabanis, oser revoir l'œuvre de la nature. Il propose simplement que l'instruction offre à la population condamnée à un travail appauvrissant, je dirais, une ressource contre l'effet infaillible de la monotonie de leurs occupations journalières. Et donc, c'est simplement, on est enchaîné au travail à la chaîne et l'instruction remédiera à cette monotonie par des moments, en quelque sorte, des moments intéressants dans la vie des gens. On retrouve donc sur ce mode l'idée d'une secondarisation des différences, compenser les différences économiques en les limitant par un espace plus indifférencié, l'indifférenciation de l'instruction contre la différenciation productive. Mais c'est à l'évidence une tentative de secondarisation qui est beaucoup plus limitée et beaucoup plus problématique que ceux qu'on a vus au moment des périodes révolutionnaires américaines et françaises pour penser la secondarisation par la civilité démocratique, disons. Dans ce cas, en effet, l'horizon d'une réduction générale des inégalités n'a plus de sens. Seule une mobilité marginale des situations individuelles est envisageable. Mais la contradiction soulignée par Condorcet avait l'originalité d'être fondée sur la conscience d'un problème très émergent. Donc, elle n'a pas été au centre de son raisonnement, cette contradiction. Mais le fait d'une tension structurante entre l'idéal d'une instruction universelle et les réalités d'une vie sociale hiérarchisée, en termes de niveau des connaissances requises par leur exercice, va devenir une question centrale. À vrai dire, elle avait été posée dès le XVIIIe siècle. Certains des réformateurs les plus audacieux du XVIIIe siècle avaient ainsi avoué leur crainte de voir se multiplier les faux savants et les ambitions déplacées si l'instruction était trop largement dispensée. Et la façon dont Lachalotais, celui qui écrit l'essai sur l'éducation nationale de 1863, et Diderot ont abordé la question est particulièrement significative. Partons de Lachalotais. Il a anticipé sur bien des points, on peut dire, la philosophie de l'enseignement public républicain laïque. L'essai d'éducation nationale, c'est le livre fondateur, on peut dire, de l'éducation laïque. Et cette infatigable profondeur des jésuites s'alarmait en même temps de la tendance qu'il observait chez des laboureurs ou des artisans de commencer à envoyer leurs enfants dans les collèges des petites villes. Et la croissance de ce type d'étudiants l'inquiétait. Il les jugeait en effet souvent mal formés,
mais il voyait surtout qu'à la fin, ils dédaignaient les professions modestes mais utiles de leurs parents, et que ces élèves des collèges des petites villes venaient ensuite peupler en surnombre les offices de justice ou grossir l'État ecclésiastique, et qu'ils constituaient donc une population qu'ils qualifiaient de sujet nuisible à la société. Devant la menace de ce qu'on appellerait aujourd'hui une inflation de diplômes, puisque c'était ça qui est en question, devant la menace de cette inflation de diplômes, Marie du Rubella viendra, on en parlera avec elle, la Chalotais sonnait l'alarme. Le bien de la société, écrivait-il, demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations. Et il poursuivait pour cette raison de sa colère les frères de la doctrine chrétienne, les ignorantins, disait-il, parce qu'ils étaient accusés de multiplier inconsidérément les écoles. Voilà ce qu'ils disaient, les frères des écoles chrétiennes. Ils sont survenus pour achever de tout perdre. Ils apprennent à lire et à écrire à des gens qui n'eussent dû apprendre qu'à dessiner et à manier le rabot et la lime, mais qui maintenant ne veulent plus le faire. Et les choses étaient ainsi entendues pour lui. Tout homme qui voit au-delà de son triste métier ne s'en acquittera jamais avec courage et patience. Il y a une expression qui peut paraître particulièrement brutale, mais on pourrait citer bien des pères fondateurs de la Troisième République qui diront la même chose dans un langage beaucoup plus assagi. Et ces pages l'avaient fait applaudir par toutes les lumières. Voltaire, notamment, lui a adressé une lettre qui sera publiée, enthousiaste d'approbation. La peur de voir l'école produire des déclassés, perturber l'ordre social et la hiérarchie des professions, finissait de la sorte par se retourner chez lui contre son enthousiasme pédagogique de départ. Et on retrouvera la même contradiction chez Diderot. Dans son plan d'une université, qu'il a publié en 1775 et qu'il a rédigé à la demande de Catherine de Russie, il employait le mot université, non pas dans le sens aujourd'hui, mais dans le sens de l'école élémentaire. Et dans ce plan d'une université, donc, il appelait très largement à ouvrir les écoles élémentaires à tous les enfants de la nation. Et il insistait sur la nécessité de ce caractère d'indistinction, parce qu'il serait injuste et absurde de condamner à l'ignorance les conditions subalternes de la société. Mais quelques chapitres plus loin, c'est un tout autre son de cloche qu'on voit chez Diderot. Il va vitupérer contre la fausse science qui fait les entêtés, s'emporter, je le cite, contre l'ambition ridicule de parents jaloux de tirer leurs enfants de la condition subalterne qu'ils existent. L'ambition ridicule de sortir de sa condition subalterne. Et il conclut abruptement, rien n'est plus funeste à la société que ce dédain des pères pour leur profession et que ces émigrations insensées d'un État dans l'autre. Émigration insensée d'un État dans l'autre. On ne saurait voir dans ces propos de Diderot et de La Chalotais une simple survivance du passé, une résurgence accidentelle d'antiques préjugés dans un discours précurseur. Ils sont au contraire pleinement modernes. C'est un problème à venir qu'ils anticipent, car il n'y avait pas de confusion d'État et de rang possible dans l'ancienne société d'ordre. Personne ne cherchait à sortir de sa condition. Chacun savait qu'il était assigné à une place et attaché à une position. Alors que c'est en revanche dans une société démocratique que s'exerce pleinement la tension entre les conditions et les ambitions, tension dont l'école est la matrice. Aussi, la retrouvera-t-on, cette tension, en permanence sous-jacente, affleurant plus ou moins ouvertement dans les discours du XIXe siècle. Destutt Tracy, le premier, appellera à distinguer très clairement ce qu'il appelait l'éducation pour la classe ouvrière et l'éducation pour la classe savante. C'est dans son essai d'instruction de 1801. Vous savez, Destutt Tracy est une grande figure de l'idéologie. Et dans le journal La Décade, il y aura 2 articles enthousiastes sur ce livre de Destutt Tracy qui appelait à distinguer justement l'éducation de la classe ouvrière et de la classe savante. On a presque l'impression qu'on est dans la sociologie bourdieusienne des années 1960. Et au moment où se fixe le système français d'enseignement sous la monarchie juillet, on verra toujours se multiplier les mises en garde contre le mauvais petit savoir populaire et le danger de voir proliférer les ingrats, les frustrés et les mécontents par le biais d'une ouverture inconsidérée des portes de l'école.
car avant même que la sociologie n'ait commencé à l'établir, on avait alors bien compris intuitivement que ce sont les faux savants et les déclassés qui font les révolutions. Et la révolution, justement, l'attention portée à l'instruction publique y a été inséparable aussi de ce souci de faire coïncider les places et les degrés d'instruction. Talleyrand l'a dit, Rome l'a dit, c'était répété à plusieurs reprises. Quelle était la solution française à cette contradiction? La solution française à cette difficulté était de lier une très stricte hiérarchie de niveau d'enseignement pour la masse à la perspective au sommet d'une démocratisation affirmée du recrutement des élites. C'est le modèle de ce qu'on peut appeler une méritocratie de sommet. C'est la façon dont la société française a résolu cette tension dont l'école est la matrice. La méritocratie de sommet, elle se définit donc par deux objectifs, classer et démocratiser. Corriger les inégalités, classer les hommes, mais aussi démocratiser les inévitables distinctions fonctionnelles entre les hommes. Pour cela, démocratiser et hiérarchiser ont été dès l'origine des impératifs superposés. D'où l'attention qui était portée dans les différents projets de l'époque révolutionnaire à l'organisation des différents degrés de l'instruction, allant des écoles élémentaires ouvertes à tous aux grandes écoles techniques les plus spécialisées réservées à une élite. Et on peut parler d'une véritable obsession de la hiérarchie dans les projets révolutionnaires. Alors le vocabulaire change, on parle de gymnase, d'institut, de lycée, d'écoles spéciales, élémentaires, supérieures, centrales, petites, etc. Mais il n'y a aucun système qui est proposé moins de 4 ou 5 niveaux d'enseignement très hiérarchisés. Et fait significatif, l'attention a toujours été portée aux deux extrêmes. L'école élémentaire ou primaire d'un côté et la formation de l'élite de l'autre. Mais très vite, en fait, c'est la seule configuration du sommet de la pyramide qui a mobilisé l'attention. Il faut attendre 1833 et la fameuse loi Guizot pour que l'organisation de l'enseignement primaire commence à recevoir une réponse pour l'ensemble du territoire, alors que c'est dès le directoire et dès le consulat que sont mis sur pied la plupart des grandes écoles qui, encore aujourd'hui, continuent à dominer le système français. Et comment comprendre cette priorité qui était donnée à l'institution de l'élitisme républicain? On peut certes d'abord invoquer des raisons matérielles. Elles l'ont été souvent pendant la Révolution, tant il est effectivement plus facile et évidemment moins coûteux de créer une poignée d'établissements supérieurs que de mettre en place des dizaines de milliers d'écoles primaires sur le territoire, y compris d'écoles secondaires. L'argument a souvent été discuté. Mais on sent bien qu'il ne s'agit pas que de cela, et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus essentiel qui est en jeu. Comment le qualifier? Les révolutionnaires français, ils sont restés largement immergés dans une culture politique que l'on pourrait dire rationaliste aristocratique. Culture dont un Turgot, par exemple, et même Condorcet, a été une des figures exemplaires. Ainsi qu'on peut citer aussi le Mercier de la Rivière, celui qui a écrit L'ordre naturel essentiel des sociétés politiques. Le Mercier de la Rivière, qui d'ailleurs, en même temps qu'il publiait L'ordre essentiel et naturel des sociétés politiques, a publié un traité d'instruction publique. C'est une chose méconnue, mais qui est très, très importante. L'idéal libéral démocratique s'est ainsi confondu avec celui de la mise en place d'un gouvernement rationnel. Et pour cela, l'important a été de constituer, je reprends une expression qui fera Flores à la fin du XIXe siècle, a été de constituer une tête de peuple. La question de la démocratisation, c'est celle de la tête de peuple. Et la démocratie, dans ce cas, n'est pas du tout comprise comme le pouvoir de l'opinion ou l'expression de la diversité des intérêts. Elle est de l'ordre d'une méthode ouverte de production des élites. Et rien ne témoigne mieux de cette conception dès la Révolution qu'une pétition qui est présentée par le département de Paris avec les sections et toutes les sociétés populaires le 15 septembre 1793 à la Convention. Car elle constitue un témoignage symptomatique d'une vision progressiste de l'enseignement inscrite dans une approche totalement hiérarchique démocratique. Dans cette pétition, on parle sans surprise d'articuler les gymnases, les instituts, les lycées. Ils ont leur vocabulaire particulier.
Mais la pétition, elle est surtout marquée par une sorte d'obsession de déceler au plus profond de la société ceux que l'on pourrait appeler les génies cachés. On a dit que Monge avait été associé à la rédaction de cette pétition. Monge, vous savez, qui sera avec Fourcroy un des créateurs de l'école polytechnique, et Monge qui avait été un de ceux qui avait mis au point le système de sélection scientifique des étudiants pour les écoles militaires, obsédé de la sélection. Et ce n'est pas sans importance qu'il ait donc mis la main à cette pétition. Et l'élément remarquable de cette pétition, c'est qu'elle a été directement cautionnée par les sections et les sociétés populaires. Si c'est une pétition qui en sous-main avait été l'œuvre de Monge, on pourrait dire c'est normal, c'est une pétition élitiste, c'est une pétition fondée sur une vision de la sélection telle qu'il l'a pratiquée. Non, cette obsession de trouver au plus profond des villages français les génies cachés pour les amener au sommet de la société, c'était les sociétés populaires elles-mêmes qui ont considéré cela comme essentiel. Et voilà ce que dit par exemple cette pétition. Lorsque dans 25 millions d'hommes, il naît un enfant, il est d'abord probable qu'il ne sera qu'un homme ordinaire. Mais il y a aussi la chance que la nature lui aura accordé quelques grandes qualités. Si donc la nation entend bien ses intérêts, si elle veut profiter de tous ses avantages, elle ne doit pas perdre de vue cet enfant quelque part qu'il soit né. Ils prennent l'exemple d'un enfant supérieurement intelligent, né chez de modestes pasteurs des plateaux de la Lozère, et dont les talents resteront sous-exploités s'il n'est pas extrait de son milieu peu stimulant. Et un tel inaccomplissement, dit la pétition, est un gâchis pour l'individu, mais surtout une perte pour la nation, qui aurait pu bénéficier de la Constitution, la contribution d'une intelligence supérieure. L'égalité, telle que l'explique cette pétition, elle est d'abord comprise dans le fait d'aller chercher partout ses talents, plus que de penser à une éducation identique pour tous ou à l'idée d'une promotion générale. La pétition parle ainsi de façon imagée d'explorer tous les souterrains, d'explorer les greniers où vivent les plus pauvres des citoyens pour voir si un Newton n'y serait pas caché. Et donc, la démocratisation, c'est de trouver des Newtons et non pas de produire des petits Français. C'est donc le lien entre le plus haut et le plus bas, c'est dans le lien entre le plus haut et le plus bas que l'on voit l'essence de l'égalité et l'application de l'ouverture des positions de tous au talent. Diderot avait d'ailleurs déjà donné une formulation frappante dans son plan d'université. Il avait dit « Le nombre des chaumières et des autres édifices particuliers étant à celui des palais dans le rapport de 10 000 à 1, il y a 10 000 à parier contre 1 que le génie, les talents et la vertu sortiront plutôt d'une chaumière que d'un palais. » Mais donc, la démocratisation, c'était sortir le génie de la chaumière et pas améliorer le sort des chaumières. Et donc, c'est la situation des génies, ceux qui incarnent le talent absolu, et non celle des hommes ordinaires, qui est ainsi censée mesurer l'état de l'égalité. Le terme de génie est très important parce que le mot génie tel qu'il est employé à la fin du XVIIIe siècle, c'est vraiment le génie, c'est l'incarnation. Tous les talents peuvent être discutables, mais le génie, c'est le pur talent. C'est-à-dire que la définition absolue du talent, c'est le génie. Et donc, rechercher le génie, c'est bien rechercher ce qu'il y a, la véritable nature de la différence. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une méritocratie de sommet ou d'un élitisme républicain. Et cette vision fera en permanence consensus dans la France du XVIIIe siècle, parce qu'elle a constitué aussi, c'est très important, le plus petit dénominateur commun entre conservateurs et progressistes. Les conservateurs, en effet, n'ont cessé de redouter les effets d'une scolarisation désordonnée, j'en ai donné des exemples tout à l'heure, génératrice à leurs yeux de frustration ou d'ambition déplacée. Et c'est un thème que l'on retrouvera aussi bien chez Victor Cousin et Guizot que chez Jules Simon. Mais en même temps, ces conservateurs, n'ont cessé de lier leur obsession et leur crainte de voir une inflation des diplômes, disons pour faire vite, de le lier au droit sacré du talent pauvre. Donc on affirme les droits sacrés du talent exceptionnel pour mieux limiter le développement des talents ordinaires.
À gauche, il y avait le sentiment, à l'inverse, qu'une voie à la promotion de tous s'en trouverait symboliquement quand un modeste fils du peuple était reçu dans un établissement de prestige. D'où une conception de l'égalité définie par la possibilité d'une rupture spectaculaire et exemplaire avec l'ordre quotidien des inégalités. L'égalité est pensée dans ce cas comme un rachat des apparences, un signe et une promesse à la fois. Elle est mesurée par la possibilité que tous ont d'accéder à l'élite et non pas à l'aune d'un quelconque indice de progression moyenne des conditions sociales. L'attention prioritaire qui est portée au sommet de la pyramide, c'est-à-dire aux grandes écoles, trouve là sa raison d'être. Et c'est pour cela que le concours comme méthode de sélection et la bourse comme moyen de promotion ont fait système avec cette vision pyramidale. Alors qu'un examen a pour but de vérifier un niveau donné de connaissance ou d'aptitude, le concours participe d'une entreprise de classement des personnes. Et il est appréhendé comme devant produire dans l'ordre intellectuel des effets équivalents à ceux de l'élection dans l'ordre politique. Le concours est à la raison ce que l'élection est à la volonté générale. Il est en ce sens pleinement une institution démocratique. La théorie du concours comme institution démocratique, c'est une expression qu'on trouve dans la défense de l'université de Victor Cousin et dans bien d'autres choses. Et donc, la possibilité de faire accéder les plus modestes à ce stade de sélection a été considérée pour cela comme primordiale dès la période révolutionnaire. Et un des plus grands réformateurs de la période du Directoire et aussi du Consulat, qui est Fourcroy, un grand chimiste, Fourcroy, il avait l'idée que la démocratisation de l'enseignement, c'était de sélectionner sur tout le territoire ce qu'il appelait des élèves nationaux. Donc on pourrait sélectionner à peu près 4000 élèves nationaux et à partir de là, en faire, je dirais, les mettre dans des viviers à talent. Et les bourses, de la même façon, seront considérées comme une grande institution démocratique, voire le dictionnaire de Buisson ou bien la grande encyclopédie de Berthelot. En même temps, d'ailleurs, qu'il y a toute cette idéologie, je dirais, de la bourse et du concours, il faut voir, quand j'ai fait la statistique d'un document parlementaire de 1833, qu'en 1833 en France, il n'y a que 1600 boursiers dans les collèges royaux. Et comme ils étaient boursiers sur des périodes de 7 ans, ça veut dire que chaque année, il y avait 250 nouveaux boursiers. Et la statistique de ces boursiers montre qu'il n'y en avait que 2% qui étaient des enfants de pauvres. 90%, ce sont des enfants dont les parents ont rendu les services à l'État. C'est-à-dire déjà on favorisait les fonctionnaires. C'était les militaires, les fonctions judiciaires, les fonctions publiques, les fonctionnaires modestes et méritants. Voilà, on promouvait les fonctionnaires modestes et méritants. C'était ça la grande idée méritocratique de la période. En même temps, on récompensait ceux qui avaient été courageux politiquement. Les enfants de héros des troubles de 1932 ou des victimes de juillet 1830 avaient des bourses. Et les enfants de pauvres, c'est simplement sur 250, j'ai trouvé 4 cas. Non. Donc ce n'est pas beaucoup. Bien sûr, l'école polytechnique a été au cœur de cet imaginaire. L'école polytechnique était au cœur de cet imaginaire et le grand foyer de constitution intellectuelle de l'idéologie méritocratique, c'était l'école polytechnique. Il faut rappeler une chose, c'est que les Saint-Simoniens ont été le cœur idéologique de l'école polytechnique dans les années 1820-1830 et que les Saint-Simoniens étaient dominants dans les grands corps de l'école, notamment dans les mines et les ponts. Et que les plus grandes figures du saint-simonisme, Prosper Enfantin, Michel Chevalier, Jean Reynaud, etc., ils étaient ingénieurs des mines ou ingénieurs des ponts. Et que quand ils appelleront à faire triompher ce qu'ils appelaient le règne exclusif du mérite et de la capacité, eh bien, leur vision saint-simonienne était complètement accordée, je dirais, à ce qu'était l'idéologie du saint-simonisme.
Et d'ailleurs, chose très intéressante, c'est que le ministre de l'Instruction publique en 1848 sera un Saint-Simonien, c'est Hippolyte Carnot, le fils du grand Carnot. Et Hippolyte Carnot, qui va être ministre de l'Éducation nationale en 1848, il aura deux priorités. Il va essayer de développer le principe de gratuité et d'obligation dans l'école primaire, ce à quoi il ne réussira pas, mais il va ensuite avoir un programme spécial pour les grandes écoles. Et chose absolument inouïe, c'est que Carnot va aller jusqu'à proposer que pour démocratiser le recrutement polytechnique, les matières et les sujets enseignés à Polytechnique commencent à être étudiés dès les classes primaires. Et donc, dans la société française, il y aurait la pyramide parfaite. Il y aurait une sensibilisation au sujet, à l'examen, au concours de Polytechnique dès l'école primaire, et donc les plus capables montraient progressivement toute la filière. Et pour mettre sur pied cette réforme des grandes écoles, il avait institué une haute commission des études scientifiques et littéraires dans laquelle il y aura vraiment beaucoup des grandes personnalités scientifiques, historiques de l'époque. Il y aura aussi bien Renouvier que Quinet, que Henri Martin, et bien sûr beaucoup de Saint-Simoniens. Et c'est lui qui a fait voter la gratuité de l'école normale supérieure et surtout qui a changé les conditions de recrutement à l'école polytechnique. Et on a toute sa correspondance avec les recteurs. Et sa correspondance avec les recteurs est essentiellement consacrée aux moyens d'organiser la montée vers ce sommet de Polytechnique de tous les enfants les plus modestes. D'ailleurs, il aura aussi une action en direction de l'enseignement politique et administratif, puisque c'est Hippolyte Carnot qui installera au Collège de France le premier équivalent de l'ENA, une école politique supérieure qui va fonctionner pendant 1 an et qui sera ensuite supprimée parce qu'elle était considérée comme concurrente, en quelque sorte, justement, du monde politique. Et le monde politique, il faudra attendre 1945 pour que l'ENA soit mise en place, parce que entre-temps, pendant près d'un siècle, on considérera qu'une école d'administration ne fabrique pas une élite comme les autres, parce qu'une école d'administration fabrique une élite susceptible d'être concurrente de l'élite électorale. Et donc, il faut mieux s'abstenir de la former. Et Hippolyte Carnot, qui vivra assez vieux d'ailleurs, au début de la Troisième République, essaiera de relancer l'idée. Il fera le siège Jules Ferry de quelques autres pour développer cette idée sans succès. Ce qui est frappant, c'est que dans tous ces projets, même si le nom d'université apparaît, ça n'est jamais l'université à l'allemande ou l'université à l'anglaise que l'on développe. N'oublions pas qu'en 1893, au moment où Louis Liard devient directeur général de l'enseignement supérieur, il y a moins d'1 millier d'étudiants en lettres à la Sorbonne et moins d'1 millier d'étudiants en sciences à la Sorbonne, c'est-à-dire tous les étudiants en lettres et en sciences de la région parisienne, c'est-à-dire beaucoup moins que le nombre d'étudiants qu'il y a dans les écoles professionnelles de droit et de médecine, et plus encore dans les grandes écoles d'ingénieurs. L'université était véritablement, dans cette perspective-là, véritablement secondarisée. Ce qui est frappant, c'est que pendant toute cette période, cette vision de l'élitisme républicain, cette vision d'une méritocratie de sommet, ne trouvera que un très faible nombre de contradicteurs. Il y a 3 noms qui apparaissent comme des contradicteurs au XIXe siècle, sous des formes différentes et avec un écho de toute façon bien faible et bien assourdi. Le premier auquel on peut penser, c'est celui qui, le premier, a dénoncé une fonction de l'enseignement comme ayant pour but de faire intérioriser la croyance dans l'inégalité des intelligences. Donc celui qui a fait la théorie critique, si je puis dire, de l'inégalité naturelle dont l'école voulait être à la fois le serviteur et le révélateur, c'est un pédagogue dont les livres n'ont pas été très lus à l'époque, enfin on peut le signaler tout de même, qui est Jacotot, et qui a inventé une méthode d'enseignement mutuel qui, au contraire, montrait que chacun pouvait devenir savant sans se situer dans une logique hiérarchique, et qu'il y avait un mode de production du savoir lié à l'émancipation et à l'autonomie.
vous recommande sur ce plan-là, il y a un livre qui s'appelle Le Maître ignorant, qui était écrit par Jacques Rancière et qui est un résumé en quelque sorte de l'œuvre et de l'ambition de Jacques Cocteau. Il y a un deuxième nom auquel on peut penser, qui est très intéressant, un peu plus tard dans le siècle, c'est celui de Courcelles-Séneuil. Courcelles-Séneuil est un économiste et un juriste extrêmement original, notamment parce qu'il a été le premier à faire une véritable théorie de l'entreprise, ce qui n'existait pas avant. Et Courcelles-Séneuil, qui écrivait beaucoup dans l'Économiste français, a publié une série d'études sur ce qu'il appelait le mandarinat français et les privilèges de diplôme et d'école, en montrant tout simplement comment le développement du système des grandes écoles était simplement un mode de recréation de castes prétendument démocratiques, mais qui était tout de même devenait un système de castes. Eh bien, Courcelles-Séneuil n'a pas été très bien reçu parce qu'il était obligé d'émigrer au Chili pour continuer à trouver un emploi, où il est devenu conseiller économique du gouvernement chilien dans les années 1870-1880. Donc, critiquer le mandarinat français et les privilèges de diplôme ne lui avait pas ouvert une brillante carrière. Le troisième nom auquel on peut penser, c'est un philosophe républicain, mais qui sera vraiment le seul de son espèce, qui est de sensibilité très solidariste, c'est Henri Marion. Henri Marion est un des seuls à avoir dénoncé dans les revues officielles de l'époque, c'est-à-dire la Revue internationale de l'enseignement et la Revue pédagogique, avoir dénoncé ce qu'il appelait la rage de classement et de comparaison de la France. Dans une série d'articles, il a été sur ce point extrêmement brutal. D'ailleurs, des articles très intéressants où il relate notamment une expérience qui avait lieu en Uruguay, où on essayait de motiver les élèves en leur donnant des jetons de mérite. Ces jetons de mérite qui, après, se transformaient en espèces sonnantes et trébuchantes. D'ailleurs, dans le seul domaine de l'idéal méritocratique, dans la fonction publique, une figure qui a joué un rôle très important aussi, parce qu'il a eu beaucoup d'écho en Angleterre, c'est Charles Duveyrier. Charles Duveyrier, dans ses lettres politiques, qui sont de 1843, il a anticipé, c'est aussi un Saint-Simonien, Charles Duveyrier, il a aussi anticipé tout un ensemble des thèmes que reprendra Hippolyte Carnot. Et ce qui est intéressant, et il sera un des premiers à proposer, avant même Carnot, l'idée d'une école nationale d'administration. Et ce qui est intéressant, c'est que Charles Duveyrier sera considéré comme un père fondateur par Trevelyan, qui est, lui, l'auteur du fameux rapport sur l'organisation du civil service en Angleterre. Donc au moment où on réformera le civil service en Angleterre en 1854, la grande influence dont se réclamera Trevelyan, c'est Charles Duveyrier. Donc, une influence française. Je crois que cette vision méritocratique, elle dessine ce qu'on pourrait appeler une méritocratie de classement. Une méritocratie de classement qui est fondée sur une échelle supposée objective des talents et des capacités. Ce qui est important, c'est de souligner que cette invention, on peut dire cette invention révolutionnaire de la méritocratie de classement, elle était en rupture avec la vision utilitariste du XVIIIe siècle. Car la vision utilitariste du XVIIIe siècle mettait plutôt l'accent sur les œuvres des individus et non pas sur leur qualité intrinsèque. Je cite d'Holbach dans sa théologie portative. « Les lois de l'équité, écrit-il, demandent que dans une nation, les citoyens soient récompensés ou punis à proportion des avantages qu'ils procurent ou des maux qu'ils font à leurs concitoyens. » Une définition utilitariste pure. Rousseau, qui de ce point de vue-là partageait ce point de vue, c'est dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, les rangs des citoyens doivent être réglés non sur leur mérite personnel, mais sur les services réels qu'ils rendent à l'État et qui sont susceptibles d'une estimation plus exacte. Donc, c'était une attaque contre l'idée de mérite, directement. Les services, pourrait-on dire, l'emportaient sur les talents. Donc la vision utilitariste, s'il y a une méritocratie, c'est une méritocratie de service. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'une partie de la noblesse essaiera de montrer qu'elle pourrait évoluer vers une noblesse de service. Enfin,
C'est un grand thème des travaux de Denis Richet et de O'Brien aux États-Unis, et de David Bien aux États-Unis. Et donc la distance avec des inégalités fondées sur la naissance était ainsi solidement assurée. Et au moment de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'idée que les distinctions légitimes pouvaient être fondées sur les services rendus et les actions était encore assez forte. On peut donc dire qu'il y a eu un glissement interne aux notions de mérite et de talent qui s'est opéré pendant la Révolution. La différence avec la philosophie méritocratique américaine est là éclatante. En Amérique, ce sont en effet les actions et les services qui sont restés au contraire la mesure des talents. Et c'est le marché, et non l'école, qui en est considéré comme la mesure. Le fait que l'école n'ait joué outre-Atlantique qu'un rôle marginal dans la détermination des hiérarchies sociales a d'ailleurs frappé les voyageurs des années 1830, de même que l'absence pratiquement d'école technique avancée. C'est une remarque que fait Michel Chevalier. Michel Chevalier était très frappé par le fait, il le dit, qu'en fait d'éducation industrielle, il n'y a ainsi que l'apprentissage. Lui qui est un polytechnicien du corps des mines, pour lui c'était une des choses qui l'a extrêmement frappé. On peut donc parler dans ce cas-là, dans une société où les diplômes ne jouent qu'un rôle subalterne, d'une méritocratie de marché. On peut souligner d'ailleurs que Tocqueville ne dit rien de l'école en Amérique. Il parle de toutes les institutions qui sont de l'école. On n'imagine pas que quelqu'un voyage en France sans parler de l'école. Tocqueville a voyagé aux États-Unis sans parler de l'école. Entre la France et l'Amérique, il y avait bien de la sorte deux façons de concevoir l'égalité d'opportunité. Le fait que des professions soient ouvertes à tous, open to all. Il s'agissait de faire ses preuves dans la vie d'un côté, la vision américaine, tandis qu'il fallait prouver son talent à l'école de l'autre. Faire ses preuves, prouver son talent. Voilà deux façons complètement distinctes de penser la question de la méritocratie et donc de penser la question de l'égalité. J'arrête là pour cette année et l'an prochain, nous continuerons ce voyage dans la question de l'inégalité au XIXe siècle.